Derrière les murs de Stein City, tout n'est que luxe, calme et sécurité. Contrairement aux nombreuses résidences sud-africaines aux allures de bunker, cette ville dans la ville de Johannesburg est conçue comme un immense parc de 800 hectares, avec des îlots d'habitation. Les résidents circulent à pied, à vélo ou en voiturette de golf. Et à terme, ils auront à disposition un centre commercial, un hôpital, des écoles et des bureaux. À l'origine du projet, le magnat sud-africain des assurances, Douw Stein, qui s'est fait construire un manoir avec aqueduc au centre de sa ville. Il m'a demandé de construire la meilleure ville au monde. Et nous la rendons accessible à tous parce que nous avons des appartements avec une offre qui commence aux 2 pièces jusqu'à la villa de M. Stein, la maison suprême. Nous rendons accessible à tous une résidence extraordinaire, pas seulement pour quelques riches privilégiés. Comptez minimum 1 000 € par mois pour louer un 2 pièces, soit un peu plus que le salaire moyen en Afrique du Sud. La ville a ouvert en mars avec moins de 300 logements construits, mais elle compte accueillir jusqu'à 10 000 foyers. Cindy Rawlings supervise la fin du chantier de sa maison à 1,5 million d'euros. C'est un environnement magnifique, très vert. Il y a beaucoup d'arbres et puis il y a aussi la sécurité. Et le fait que je puisse aller juste au bout de la rue faire mes courses, c'est formidable. On n'a vraiment pas l'impression de vivre à Johannesburg. Et pourtant, Stein City est situé en plein dans Johannesburg, à quelques kilomètres de Diepsloot. La plupart des 12 000 employés du complexe viennent de cet immense bidonville. Avant, je travaillais dans le commerce. C'était intense. Mais depuis que j'ai été embauché à Stein City en janvier, j'ai pu construire 3 pièces à la maison et ma mère peut les louer. Je me sens très triste parce que je vois comment vivent les gens qui habitent là-bas. Je suis un être humain aussi, mais je vis dans un endroit dangereux. Il n'y a rien à faire. Je suis pauvre, donc je dois rentrer ici le soir. Raymond gagne moins de 200 € par mois, juste assez pour vivre et aider sa famille. Ses voisins au chômage espèrent que Stein City aidera à transformer leur environnement. Mais avec des slogans comme « Nous avons assez d'infrastructures pour déclarer notre indépendance », le rêve de la plus grande ville fermée d'Afrique semble plus proche de l'autarcie. C'est leur source de revenus, mais la mer pourrait aussi tout leur reprendre. Un quart de l'île de Koutoubdia, dans le sud du Bangladesh, est déjà submergée. Elle pourrait même totalement disparaître d'ici 50 ans. La maison de cette femme a été complètement détruite il y a quelques mois. Je pense que je vais devoir revenir et reconstruire ma maison ici. Je n'ai pas d'argent. Où est-ce que je pourrais aller avec mes enfants? Plus de 100 000 personnes vivent ici, mais leur nombre chute vite. La maison de sa voisine est elle aussi menacée. On a construit notre hutte près des digues il y a quelque temps, mais chaque fois qu'il y a des vagues, on doit évacuer parce que c'est inondé. C'est vraiment épuisant. Certains ont décidé de partir pour de bon. 40 000 anciens habitants de Koutoubdia se sont installés dans ce bidonville sur le continent. La plupart des clients du café local sont des réfugiés climatiques. Le propriétaire lui-même a quitté l'île en 2012. On avait beaucoup de mosquées, et des écoles coraniques et des maisons dans notre village. Mais tout a été entièrement submergé. Loin de leur île natale, ils vivent tant bien que mal de la construction de bateaux et de la pêche. Face à la montée alarmante du niveau de la mer, le gouvernement admet être dépassé. Il y a des abris, des refuges sur les côtes où ils peuvent être évacués. Donc nous pouvons prendre ce genre de situation en charge, mais si ça s'étend à une plus grande échelle, ça va devenir difficile d'héberger autant de personnes là-bas. Ceux qui en ont les moyens déménagent dans les grandes villes. Mais parmi les 39 millions de Bangladais qui vivent sur les côtes, les plus pauvres n'ont pas le choix. S'entasser dans des bidonvilles ou rester sur leur île, jusqu'au jour où elle disparaîtra. Une pharmacie improvisée. Depuis plusieurs années, cet homme collecte des médicaments inutilisés par les foyers indiens. Ils seront redistribués aux plus démunis. Un homme qui dort dans la rue, mange et vit là, comment peut-il se procurer des médicaments? Ça m'a choqué. Il y a des médicaments dans chaque maison.
Chaque foyer a des médicaments, mais ils finissent tous à la poubelle. Une couverture santé universelle faisait partie des promesses de campagne du Premier ministre Narendra Modi, arrivé au pouvoir en mai 2014. Pourtant, 65% de la population n'a toujours pas accès aux médicaments de base. Dans les hôpitaux publics et les dispensaires comme celui-ci, les soins sont gratuits. Mais il n'y a pas assez de médicaments. Et face à l'afflux de patients, les consultations sont souvent bâclées. Le temps d'examen dans les hôpitaux du gouvernement serait de 20 secondes en moyenne. Ils vont tellement vite. L'Inde consacre 1% de son PIB à la santé publique. C'est moins que le Sri Lanka ou le Bangladesh. Les ménages sont souvent obligés de payer de leur poche. Face aux critiques, le gouvernement promet des mesures fermes. Le système doit pouvoir garantir la disponibilité de ces médicaments. Les réserves ne devraient pas être épuisées. Donc nous devrions sanctionner la direction des hôpitaux si ces médicaments ne sont pas disponibles. C'est le seul moyen. Paradoxe, alors que le système médical de l'Inde reste à la traîne, le pays est l'un des plus gros exportateurs de génériques dans le monde, avec des ventes en hausse régulière. Sarker est propriétaire d'un magasin à New York. Peu après la récente fusillade en Californie, ce musulman américain s'est fait rouer de coups par un client. J'ai dit bonjour et il ne m'a pas répondu. Quelques secondes plus tard, il m'a mis un coup de poing à la tête et au moment où je tombais, il m'a dit « Moi, je tue les musulmans ». Selon le FBI, le nombre de crimes racistes a augmenté l'année dernière aux États-Unis. Après les attentats commis par le groupe EI à Paris, un chauffeur de taxi musulman s'est fait tirer dessus le jour de Thanksgiving et une tête de cochon a été retrouvée devant une mosquée de Philadelphie. Certains appellent les autorités locales à la vigilance. Nous demandons au procureur de ne pas exclure la possibilité d'un crime raciste en cas d'attaque, de ne pas simplement dire qu'il s'agissait d'une altercation entre deux personnes, mais que peut-être l'intention de cette personne était de lui faire du mal, car elle était musulmane. Près de 3 millions de musulmans vivent aux États-Unis. Un grand nombre a fui les violences dans leur pays d'origine. Fin novembre, Donald Trump avait affirmé qu'ici, dans le New Jersey, des musulmans avaient fêté en 2001 les attentats du 11 septembre. Mais récemment, il a tenu des propos plus virulents encore. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Pour Ahmed, ce discours ne fait qu'alimenter le ressentiment envers les musulmans. Il ne devrait pas dire ça, car il donne le droit aux gens de faire du mal à notre communauté. Je le supplie de mettre un terme à ces accusations. Décriés jusque dans son propre camp, les propos de Trump ont provoqué un tollé. Mais pour certains musulmans, le mal est déjà fait. Ils s'inquiètent aujourd'hui d'une possible montée de haine envers leur camp. Gymnases, écoles ou logements, ils sont partout. Au cœur des Alpes, Montmélian compte plus de 2000 m² de panneaux solaires pour 4000 habitants. Un mélange de capteurs photovoltaïques et thermiques qui lui vaut une reconnaissance internationale. C'est comme ça qu'on fait progresser les choses. Il faut de la volonté politique, il faut des élus qui y croient et qui investissent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'investir comme on l'a fait dans le solaire, investir dans la réhabilitation de nos bâtiments pour une meilleure performance énergétique, c'est vraiment gagner après sur nos budgets de fonctionnement. Tout commence en 1983 quand l'ancien maire équipe le toit de la piscine municipale. Résultat immédiat, 74% d'économie sur la facture et 25 tonnes de CO2 par an en moins dans l'atmosphère. Un pari osé, au début difficile. Pour un rêveur, pour un fou, comme lorsque j'ai fait la zone industrielle d'ailleurs, on disait que soit j'étais mégalo, mais là c'était plutôt j'étais un peu fou de me lancer dans quelque chose qu'on connaissait mal. Une audace payante pour la ville, mais pas que. Pour l'Institut national de l'énergie solaire, à une vingtaine de kilomètres de là, Montmélian est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Ces technologies ont vocation effectivement à pénétrer notre quotidien,
faut-il qu'on ait des laboratoires expérimentaux pour présenter ces démonstrateurs et montrer tout le bien fondé de ces technologies. Donc effectivement, on est dans un cercle vertueux qui nous permet, à la lumière de ce qui a été réalisé par le passé, de proposer des innovations. Et des projets audacieux, la ville n'en manque pas. Le prochain, un écoquartier où le solaire couvrirait 80% des besoins en énergie. Cette fois, c'est la méthode des réseaux de chaleur prisée dans les pays nordistes que la mairie souhaite expérimenter sur les bords de l'Isère.